Bienvenue en ce samedi matin. Aujourd'hui, on va aborder, dans notre capsule de pêche 101, on va aborder les poissons. Jusqu'à date, on a touché beaucoup au matériel de pêche de base. On parle toujours de la base ici, pour les nouveaux pêcheurs. Alors, on a touché beaucoup au matériel de base qu'on devrait avoir dans un coffre à pêche standard, là, si on peut dire, pour pouvoir parer à peu près à toutes les situations. Là, on va parler des poissons. Je vais vous faire une énumération partielle. Éventuellement, on va aller un petit peu plus loin, parce que si on prend les fleuves, les rivières, tout ça, on peut avoir entre 50 et 70 espèces de poissons. Alors, je vais parler des principaux, ceux qu'on rencontre le plus souvent. Naturellement, il y en a beaucoup d'autres, mais dans les saisons où on pêche, moi je pêche en tout cas, c'est plus ces poissons-là que je vais rencontrer. Puis dans une autre capsule, je vais vous parler des poissons qu'on peut rencontrer moins souvent, mais que ça arrive aussi qu'on les pêche. Alors, histoire de pouvoir identifier les poissons qu'on pêche, premièrement, si on veut suivre la loi, les quantités, les grosseurs, tout ça, souvent on a un guide du pêcheur avec nous. Là, on va nous donner les grosseurs pour les maillets, les poissons qu'on peut garder. Moi, personnellement, je les remets presque 99% à l'eau, les poissons, à moins qu'ils soient blessés, puis que je vois qu'ils ne survivront pas. Ben là, des fois, je vais les garder. Mais par contre, pour ceux qui prélèvent du poisson pour manger ou quelque chose, ben, c'est bon de quand même pouvoir identifier les poissons qu'on pêche. Je sais que ça a l'air un petit peu basique, là, mais même moi, souvent, des fois, pas souvent, mais parfois, j'ai pris des poissons, j'ai mélangé des sortes de poissons. Je pensais que j'avais une carpe, puis c'était un malachigan. C'est deux poissons qui se ressemblent. Alors, pour commencer, nos carnassiers qu'on pêche le plus souvent, les poissons sportifs, on a le brochet, on a le bass, le doré. Alors, ici au Québec, le bass, on appelle ça de l'achigan. Aux États-Unis, en Europe, vous appelez ça du black bass, ou aux États-Unis, du big mouth, du small mouth bass. On a le doré ou le cendre en Europe, qui est appelé le cendre. Le doré jaune, le doré noir. Je ne sais pas en Europe s'il y a du doré noir, j'en ai jamais vu. Je pense que c'est pas mal du doré jaune. Le doré noir, c'est un doré qui est plus petit, plus fin, beaucoup plus foncé, et qui va être de plus petite taille, qui grossit moins vite que le doré jaune. Il est un peu plus rare, mais souvent ils sont dans les mêmes endroits. Moi, j'en ai pêché sur le fleuve. J'en ai jamais pêché dans la rivière ici. Ensuite, dans les plus petits carnassiers, on va avoir les crapets. Ici, il y a des crapets de roche, des crapets soleil, des crapets harlequins. Il y a plusieurs sortes de crapets. Ça peut varier beaucoup les crapets. Il peut y avoir du petit crapet, mais il y a des gros crapets aussi. Alors ici, c'est un poisson qu'on retrouve énormément, qui est très plaisant à pêcher, avec une petite canne à pêche, ultra light ou light, là, la petite ligne. C'est le fun, c'est pas un poisson qui va combattre énormément, mais ça se débat beaucoup, un peu comme une truite. Je dirais, l'effet quand on pogne un crapet, c'est un petit peu comme prendre une truite. J'aime beaucoup ça, pêcher ça. On trouve ça un peu partout, c'est dans les roches, ça, une petite après-midi que ça mord pas trop. On va dans certains endroits, on sait qu'il y en a. Ben, on pêche ça dans les roches, c'est une pêche assez de finesse, c'est le fun à faire. Alors, moi j'ai beaucoup de fun à pêcher le crapet, honnêtement. Pour ceux qui en mangent, c'est excellent à manger aussi le crapet. C'est aussi bon à manger que la perche. C'est une viande qui est super bonne. Puis on a la perche. Ici, au Québec, on appelle ça la perche chaude. En France, on appelait ça la perche. Alors, c'est des poissons qu'on retrouve. Ensuite, ben, on a les poissons de fond. Il y en a d'autres, là, j'en ai mis seulement deux. Puis le poisson chat, on pourrait dire que c'est un carnassier aussi parce qu'il va attaquer d'autres poissons. Il va manger aussi dans le fond les déchets, tout ça, les carcasses mortes aussi. Par contre, c'est aussi un carnassier parce que j'ai pogné des poissons-chats sur des spinnerbaits. J'ai pogné un poisson-chat sur des spinnerbaits. J'ai pogné un poisson-chat sur des jerkbaits, sur des shads. Alors, ça attaque quand même. Pas en tout temps, mais le soir, si vous pêchez au bar le soir, vous risquez de vous faire attaquer au spinnerbait par des poissons-chats. Puis je suis pas le seul à qui c'est arrivé. Je connais plusieurs pêcheurs qui m'ont dit avoir pris des poissons-chats sur les spinnerbaits. Alors, c'est un poisson qui attaque quand même beaucoup. Un peu comme le silure en France, que vous allez pêcher avec des gros shads ou des
des gros grobs. Ben, le poisson-chat, ça se comporte pas mal de la même façon. Sauf que c'est sûr que la technique standard pour prendre le poisson-chat, c'est vraiment en envoyant un appât au fond. Quelque chose de mort au fond. Et on a l'esturgeon qui est vraiment... C'est pas un poisson qui va attaquer aucun leurre en général. J'ai jamais pris un esturgeon sur un leurre. C'est vraiment un poisson qui va vraiment manger au fond de la viande, des foies de poulet, des vers, des apomanies, un peu comme une carpe. C'est un poisson qui n'attaquera pas. Je l'ai mis quand même parce que c'est un poisson qu'on rencontre souvent. Alors je dirais que les 6 que je rencontre le plus souvent, que je me fais attaquer ici, c'est vraiment le brochet, le basse, le doré, le poisson-chat, le crapet et la perche. Alors, au même titre, le brochet et le masquinongé, c'est 2 poissons jumeaux, si on peut dire. On a le masquinongé, c'est un poisson, c'est un brochet aux stéroïdes. C'est vraiment un poisson qui grossit 2 fois plus vite qu'un brochet. Alors, un brochet de 2 ans va peser peut-être 2 livres. Un masquinongé de 2 ans va peser 4 livres. Alors, c'est vraiment, à ce point-là, là, c'est le double. Alors, aussi, le masquinongé, tu as 3 couleurs pour le masquinongé. Je vais vous les montrer en photo. Les masquinongés, c'est des poissons, vous pouvez les avoir avec des points comme un brochet. Alors, le brochet va avoir un fond foncé avec des points pâles, normalement. Alors, vous allez avoir un brochet, vous allez avoir le fond grisâtre ou vert, puis vous allez avoir des points jaunes ou jaune pâle ou vert pâle. Alors, ça va être un fond foncé puis des points pâles dessus. Le masquinongé, c'est l'inverse. Vous allez avoir un fond pâle, jaune, vert pâle. Vous allez avoir des points bruns foncés, des points vert foncés dessus. Aussi, le masquinongé, vous pouvez l'avoir tigré. Alors, il va y avoir des genres de rayeux comme un tigre dessus, ce qu'on voit moins souvent, mais qui existe aussi. Et ce que moi, j'ai attrapé quelques fois ici alentour, c'est uni, gris uni, avec aucun point dessus. Alors, l'autre chose à savoir, c'est que le masquinongé, c'est un poisson qui est un peu charognard. Le brochet aussi, mais plus le masquinongé. Le brochet, c'est un poisson qui est plus actif, qui va attaquer, surtout les plus petits spécimens, qui va attaquer beaucoup les autres poissons. Il va se mettre à la chasse, il va se mettre en embuscade derrière une plante, un rocher, un arbre, puis il va attendre que les poissons, il va attendre les poissons qui passent, puis il va passer à l'attaque. Le masquinongé, ça va faire ça aussi, mais beaucoup moins. C'est pour ça que c'est un poisson qui est difficile à prendre, le masquinongé. C'est un poisson paresseux. Ça serait ma définition que je dirais d'un masquinongé. C'est un poisson qui est paresseux. Alors, il faut vraiment que ça lui tombe sur la tête là, pour qu'il attaque. Souvent, c'est un poisson qui va rester au fond, à plus grande profondeur, à 20-30 pieds facilement, puis qui va se caler au fond, puis qui va attendre des carcasses, des poissons morts, des choses qui vont vraiment être faciles à manger. Alors souvent, on va prendre des appâts comme les grobes. Là. Souvent, les grobes, pour lui, ça va être comme un poisson qui coule au fond. C'est pour ça qu'ils vont souvent attaquer un grobe pendant qu'il coule. Parce que pour lui, c'est comme si un poisson qu'un oiseau aurait lâché du ciel ou quelque chose, puis qui tombe dans l'eau, puis que là, il coule au fond. Fait que souvent, ils vont les attaquer à la descente. C'est quand même assez rare avec un masquinongé que vous allez avoir une attaque en animation. C'est plus une attaque à la descente. Ils vont attaquer sur des gros spinner bait, pendant qu'ils descendent, ou des gros grobes là, en rubber. Fait que c'est 2 techniques de pêche un peu différentes, puis ça se tient pas vraiment aux mêmes endroits, les masquinongés puis les brochets. En général, je vous dirais, on les trouve un peu dans des endroits différents. Alors, vous avez vu à quoi ça ressemble sur les photos. Pour ce qui est du bass, ici, on retrouve 2 sortes de basses. On a les basses à grande bouche, les achigans à grande bouche et les achigans à petite bouche. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, ce qui fait la grosse différence entre les deux, il y a la couleur qui est un peu différente. En général, un grande bouche va avoir une ligne noire sur le côté. Et le petite bouche va avoir les flancs qui sont plus verdâtres foncés, jusqu'à noir des fois, ou presque noir,
dépendamment de la température de l'eau beaucoup. En eau plus froide, en général, on va avoir des poissons beaucoup plus pâles, surtout quand ils vont se tenir plus dans le fond. Ils ont moins de lumière, alors ça va être des poissons beaucoup plus pâles. Puis dans les chaleurs d'été, quand ils vont beaucoup au soleil, ils vont être beaucoup plus foncés. Je ne sais pas si c'est une question de bronzage ou quoi, mais c'est vraiment ça qui arrive. Alors, puis les jeunes spécimens, les petits basses, sont toujours assez pâles en général. Les yeux sont beaucoup plus pâles que les mâles, que les adultes. Puis ils vont avoir les flancs assez pâles aussi, des petits basses. Listen, child, how your voice making these sounds where they tumble as moan. Les dorés, ben, comme je vous ai dit, on a le jaune et le noir. Le jaune est plus gros, est plus gras, et beaucoup plus gros en général. Le noir, c'est un poisson qui est plus petit, plus fin, avec une couleur beaucoup plus foncée. Dans le fleuve ici, le fleuve Saint-Laurent. Je ne sais pas en Europe si vous avez du noir, je pense pas, je pense que j'en ai jamais vu. Alors sur les vidéos. Alors c'est pas un poisson vraiment pour des lacs. En tout cas peut-être là, mais moi j'en ai jamais vu dans les lacs. J'en ai vu dans le fleuve plus. Le poisson-chat ici, on a ce qu'on appelle la barbue de rivière, une barbotte, ce qu'on appellerait une barbotte ici, qui sont beaucoup plus petits. En général, ça va être des petites barbottes. Des petits poissons chats longs comme ça. Puis on a la barbue bleue, qui est un peu plus rare, parce que les barbottes, souvent, sont comme un tapis dans le fond de l'eau. Si vous auriez une caméra, là, vous voiriez, là, il peut y en avoir des milliers au fond de l'eau. Ça fait vraiment un tapis. Surtout l'hiver, ils s'en vont tous au même endroit. Vous pouvez en avoir des milliers au même endroit. Les barbus bleues, c'est des poissons un petit peu plus solitaires, qui viennent beaucoup plus gros. J'ai des vidéos que j'ai faites cet été, que j'en ai pris, quelques-unes. J'en ai pris une qui devait peser dans les 8-9 livres, assez grosse, là. Un gros poisson, vraiment. Vous pouvez avoir jusqu'à 12-15 livres une barbue bleue. Et ici, ils grossissent beaucoup moins vite parce qu'on est quand même au Québec, température assez froide pendant 6 mois de l'année. Alors, plus l'eau est froide, moins ils se nourrissent, ces poissons-là. L'hiver, ils sont vraiment en hibernation. Si vous descendez vers les États-Unis, dans des endroits un peu plus chauds, c'est la barbue bleue, c'est celle qui va venir la plus grosse. Si vous allez jusqu'au Texas, où ils font du noodling, là, ils vont prendre des barbues à tête plate, eux, mais les barbues bleues sont plus grosses que les barbues à tête plate. Les barbues bleues, vous pouvez en avoir jusqu'à 60 livres, 70 livres dans le sud des États-Unis. C'est partout, juste du sud des États-Unis jusqu'au Québec, le sud du Québec. Je vous dirais la région de Montréal ici, pour les barbus bleus, c'est pas mal la limite nord qu'on peut en trouver. Parce qu'ici, on est vraiment à la limite du Québec. On est au sud du Québec. On est proche de la frontière des États-Unis, environ 1 heure de route, 75 à 100 km. Alors vraiment, on tombe comme proche des États-Unis. Alors les barbus bleus, il n'y en a pas vraiment au nord de Montréal. C'est vraiment la limite qu'on peut en trouver ici. Pour ce qui est des crapets de roche, crapets soleil, c'est des petits poissons en général. Les crapets de roche, on peut en trouver des gros. Les couleurs, ben, vous avez les crapets arlequins que je n'ai pas écrit. Ce que je prends, moi, le plus souvent, c'est les crapets arlequins. Ils ont les yeux rouges, les crapets arlequins. Alors, on a un autre petit ami que j'ai attrapé, un autre crapet, avec une petite naps numéro 3. Les crapets soleil sont très colorés. Quand vous les regardez, ça ressemble à un arc-en-ciel. Vous les mettez au soleil, il y a des reflets de toutes les couleurs dessus. C'est très beau. C'est des super beaux poissons. Ils sont plus petits en général, les crapets soleil. Quand j'en prends, moi, en général, c'est des petits poissons. Les crapets de roche, vous pouvez en avoir quand même des yeux assez gros. Les crapets de roche, ça peut venir aussi gros qu'un basse. Des fois, 2-3 livres facilement, un crapet de roche. Puis c'est plus uni, c'est moins beau.
Mais les crapets arlequins, ils ont les yeux rouges. Les crapets soleil sont multicolores. Les flancs multicolores, ça, c'est des très beaux poissons. C'est surprenant. Puis on a la perche. La perche, bien sûr, tout le monde connaît ça, là, la perche, le perchaud. C'est excellent à manger. Moi, j'en mange pas ici. Normalement, je remets tous les poissons à l'eau, mais il y a beaucoup de braconniers ici qui pêchent la perche la nuit à la lumière. Ils tendent des filets dans le fleuve, dans le coin de Sorel. Ils en ont arrêté plusieurs fois. Ils en ont pris avec des tonnes de poissons, de perches, c'est-à-dire des tonnes de perches congelées. Ça se mange dans les restaurants. Il y a beaucoup de... C'est considéré comme un des meilleurs poissons au monde, la perche, à manger. Alors, beaucoup de braconniers sur la perche. Alors, je vais vous montrer une photo de perche aussi. By night, lantern set inside, speak to the fear, speak it right, tasting all that's come before you. Here, oh, got your back, all behind, all that's past, speak to the fear, speak it right, tasting all that wants to move you. By night, lantern set inside, speak to the fear, speak it right, tasting all that's come before you. Here, oh, got your back, all behind, all that's past, speak to the fear, speak it right. Alors, pour ce qui est d'identification de nos poissons carnassiers, si on peut dire, ben, ça serait pas mal ces 6-là. Je vais vous montrer un esturgeon. Il y a beaucoup de sortes d'esturgeons, plusieurs sortes d'esturgeons. Ici, ce qu'on trouve, c'est les esturgeons noirs et les esturgeons jaunes. Comme pour ce qui est du doré. Alors, c'est deux branches dans la famille des esturgeons qui peuvent devenir énormes. On peut avoir des esturgeons de 200 livres. J'en ai vu à l'aquarium ici à Montréal, à l'aquarium qui devait peser plus de 200 livres. C'est aussi gros qu'un requin. C'est vraiment impressionnant. Je ne serais pas allé plonger à côté d'eux dans l'eau, honnêtement. Même si c'est un poisson qui n'a aucune malice comme tel. Il y a une grosse carapace pour se défendre, qui est très coupante. Alors, il faut faire bien attention quand on pêche l'esturgeon. Si vous avez l'intention de le monter dans le bateau, faites attention à vos jambes, à vos pieds, à vos mollets, à vos genoux. Parce que s'il se débat pendant que vous êtes en train de le mettre dans le bateau, vous risquez de vous faire complètement cisailler les jambes. C'est toutes des écailles qu'il y a sur le dessus. C'est comme pas des écailles, mais c'est son squelette qui est par-dessus sa peau. Alors, c'est très coupant. C'est comme des lames de rasoir. Ça prend des bons gants avec des bons gants comme ça. J'ai pas de danger, je les perds, les miens. Des bons gants en rubber. Puis même avec ça, ça coupe ça aussi. C'est très, très important de faire attention. Sinon, ben, vous les ramenez juste au bord du bateau. Vous le détachez, vous le relâchez. Une chose qui est importante avec l'esturgeon, c'est de raccourcir les combats le plus possible. C'est un poisson qui est très fragile. Malgré sa carapace, tout ça, qui n'a pas beaucoup de prédateurs naturels. Sur les combats, c'est un poisson qui est excessivement puissant et qui va combattre presque jusqu'à la mort. Alors, quand vous le ramenez, quand vous réussissez à finir le combat, c'est parce qu'il n'est plus capable, vraiment. Souvent, vous allez regarder le ventre de l'esturgeon, va être tout chamoiré, il va devenir comme tout taché de couleur. Ça veut dire qu'il y a plein de vaisseaux sanguins qui sont pétés et qui sont détruits en dessous de sa peau parce qu'il a trop travaillé fort. Alors, c'est un poisson. Il faut écourter les combats si vous voulez les remettre à l'eau. Si vous ne les remettez pas à l'eau, c'est pas un problème. Mais si vous les remettez à l'eau, écourtez les combats, amenez-vous de l'équipement qui est adapté pour l'esturgeon. Très grosse canne, la ligne de 70 livres minimum. Allez-y bien armés, parce que sinon, vous risquez de les remettre à l'eau et ils vont mourir. Parce qu'ils vont couler au fond et ils ne seront plus capables de rien faire. Alors, il faut vraiment écourter. Des combats de 45 minutes, 1 heure avec un esturgeon, c'est mortel. Parce que si vous faites un long combat comme ça, gardez-le, le poisson. Faites-le fumer. C'est excellent. C'est de la très bonne viande si vous la faites fumer. Il faut juste le saigner comme il faut. Si jamais vous gardez l'esturgeon, vous saignez, vous faites 2 trous. Un trou en haut, un trou la queue. Vous le laissez traîner dans l'eau pour qu'il saigne. Parce que ça saigne pendant 1 heure de temps presque. Histoire de ne pas briser, pour que la chair soit bonne, il faut bien saigner le poisson. Alors c'est important pour l'esturgeon. Moi je les remets à l'eau parce que j'ai une grosse canne, je fais attention. J'écourte les combats le plus possible. Jamais plus que 10 minutes un combat. 10 minutes maximum. Mais si vous avez une petite canne avec de la 25-30 livres, là, ça va prendre 45 minutes, 1 heure à remonter le poisson. C'est excessivement puissant. Surtout un poisson de 30-40 livres. Là.
On s'entend que... Fait que c'est pas mal ça les poissons qu'on a. Je vous ai mis des photos. J'espère que c'était assez clair. Une chose, j'aimerais vous montrer. Après ça, je vais rentrer. Là, je suis allé comme assez rapidement. Après ça, je vais rentrer dans chaque poisson indépendant. Les appâts qu'on peut utiliser. Dépendamment qu'est-ce que vous visez comme poisson. Souvent, dans une grande rivière, on va viser une sorte de poisson, mais on peut prendre 5 sortes dans la même journée. Ce qui est le plaisir de pêcher dans un grand cours d'eau, comme un fleuve ou une grande rivière, c'est qu'il y a tellement de sortes de poissons, c'est une boîte à surprise. Fait que moi, c'est mon thrill, c'est ça. Si tu sais jamais qu'est-ce qui va mordre au bout de la ligne, même si tu sais à peu près où tu pêches qu'il y a une sorte de poisson, souvent tu te fais jouer des tours. Moi, je ne sais pas le nombre de fois que je pêchais le brochet ou le masquinongé, puis c'est un poisson-chat qui a mordu parce que je pêchais au fond. Puis... Alors, je voulais juste vous montrer. Mes renseignements, je les prends. J'ai un bon livre. C'est comme ma Bible. Il n'y en a pas beaucoup des bons livres de pêche. Souvent, ils vont traiter seulement des techniques. Souvent, ils vont traiter seulement des poissons. C'est des revues, souvent. C'est seulement ou presque juste de la publicité qu'il y a dedans. Je suis abonné à quelques revues, moi, Sentier Chasse et Pêche, Aventure Chasse et Pêche. C'est pas mauvais, c'est bon, là. Sauf que c'est bien plus pour vendre, pour nous vendre des produits, souvent, que pour nous donner vraiment des bons conseils. En tout cas, à mon avis. Je les lis toutes, malgré tout, là, mais je suis un petit peu déçu souvent parce que je trouve que c'est beaucoup plus de la promotion pour des produits, des chaloupes, toutes sortes de produits. Ici, là, j'ai un livre qui est excellent. C'est le Guide total de pêche en eau douce. Ça, c'est édité par Modus Vivendi, mais je pense qu'il y a d'autres éditions que ça. Je pense que c'est encore disponible. Moi, ça doit faire facilement 10 ans, au moins 10 ans que je l'ai. Peut-être plus que 10 ans même. Mais ça, c'est un poisson, c'est un poisson. C'est un livre qui parle pas, il n'y a aucune publicité là-dedans. Là. Il nous donne vraiment, comme là, je vous parlais du brochet. Ben, vous avez les photos des poissons, l'identification, où est-ce qu'on les retrouve. Je ne sais pas s'il est disponible partout non plus. Vous avez les postes, dépendamment des saisons. Si vous êtes dans les lacs, bon ben au début du printemps jusqu'à l'été, vous allez les trouver à tels endroits. C'est excessivement intéressant. Vous avez tous les leurres que vous avez besoin pour pêcher. Même si c'est pas nécessairement, vu que c'est un livre qui a quand même quelques années, même si c'est pas nécessairement les derniers leurres qui viennent d'apparaître sur le marché, mais ça vous donne quand même un très bon ordre d'appréciation pour les leurres. C'est excellent ce livre-là. Moi, ça fait des années que je m'en sers, puis les conseils là-dedans sont toujours excellents. Comme vous voyez, là, c'est vraiment... il va vous donner une description de tous les devants de surface. Fait que je n'essaie pas de vous vendre un livre, je vous dis juste que si vous avez besoin de conseils, vous avez quelque chose pour mettre sur le bord de votre lit, votre table de chevet, ben c'est très intéressant. Ça fait 10 ans que je l'ai, puis j'en apprends encore quand je le regarde. Alors, il y a beaucoup de travail dans ça. Ça fait que c'est le guide total de pêche en eau douce, les techniques essentielles. Il y a les équipements, les appâts, les leurres, puis les endroits où on peut pêcher. Alors, c'est un super bon livre. La plupart des renseignements que je vous donne en ce moment, ils viennent de ce livre-là. Les renseignements que je n'ai pas pu recueillir moi-même, naturellement, là, mais c'est vraiment intéressant. Fait que ça va être ça pour cette vidéo-là. Dans les prochaines vidéos, on va aller un petit peu plus en détail. On va explorer les endroits où on peut pêcher chaque sorte de poisson. Quelle leurre on peut prendre en général. Les leurres préférées pour ces poissons-là. Alors, j'espère que ça a pu vous aider. Avec les petites photos, des fois, c'est une bonne chose. Vous pouvez garder ça en mémoire. Puis quand vous allez prendre certains poissons, surtout dans les gros plans d'eau, on sait c'est quoi un brochet puis un achigan. Mais des fois, vous allez voir qu'on a des surprises. Ça fait que, à la prochaine! Listen, child, how you